l'essence de l'être humain, sa conscience, son esprit, ça se trouve pas à l'intérieur du cerveau. Ça interagit avec le cerveau. Au bout de 3 jours, une nuit, j'ai eu l'impression qu'on me sortait de force au niveau de la région du cœur. On t'aimait beaucoup quand tu as commencé ta carrière en neurosciences parce que tu respectais les canons méthodologiques. Mais à un moment donné, tu as commencé à déraper. Puis là, ça nous énerve sérieusement. On t'aurait monté soit au boucher ou on t'aurait guillotiné. Pourquoi? Puis là, il m'a dit, parce que la science, elle, par définition, elle est matérialiste. Je suis né le 14 juillet, le jour de la Bastille, 1962, dans une petite ville qui fait partie d'une région du Québec qu'on appelle les Cantons de l'Est. Puis les Cantons de l'Est, ça va toucher aux États-Unis, au Vermont, à l'État du Vermont. Puis c'est une région où il y a beaucoup d'agriculture, de fermiers, différents types de cultures. Mes parents, c'était des fermiers aussi, ils sont décédés maintenant. Et peut-être que je peux parler c'est que tout mon parcours a été influencé par une expérience que j'ai vécue en bas âge. Très volontiers. J'en ai parlé quelques fois, mais je vais répéter. On est à l'été 1970, donc j'ai 8 ans, c'est les vacances scolaires. Puis, sur la ferme, il y a un champ, il y a les vaches, il y a des cochons qui sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment, mais il y a aussi, adjacent au champ, il y a une petite forêt derrière. Ben, quand même assez grande parce que ça permet de passer d'un rang de campagne à un autre rang de campagne, donc à 2 routes. Puis moi, j'ai l'habitude d'y aller. Puis mes parents me font confiance, puis il n'y a pas de loup, c'est pas assez grand pour ça. Donc, ils sont tranquilles. Alors, je décide, par une belle journée d'été, d'aller me promener. Et puis, je me rends dans la forêt, puis il fait chaud, il fait beau et chaud. Donc, au bout de quelques heures de marche, je finis par trouver, il y a une espèce ça ressemble à un menhir, là, mais couché au sol. Donc, je grimpe là-dessus, puis je m'assois, puis là, ben, j'ai une perspective, là, je regarde à 360 degrés, je vois des arbres partout, parce que c'est au milieu de la forêt, mais il y a comme des petites éclaircies, je peux voir les vaches qui broutent dans le pré, etc. Et puis, au bout de quelques minutes, c'est comme si les arbres se mettent à osciller, vibrer. Même le roc, le vert des champs où se trouvent les vaches, tout ça, les vaches elles-mêmes, mais même moi, il y a comme c'est comme un phénomène énergétique. Puis dans cet état-là, je comprends que finalement, les arbres, les vaches, l'herbe des prés, le gros roc, et même moi, on fait tous partie d'un tout. Mario, le moi de Mario aussi. Donc, c'est une expérience mystique, mais je n'ai pas les termes à cette époque-là pour comprendre ça. Et dans les heures, puis dans les quelques jours, même quelques semaines qui vont suivre, je vais avoir comme, aujourd'hui, on dirait un téléchargement massif d'informations sur le plan de vie. Et là, je découvre que je l'ai oublié en venant au monde, mais tout à coup, je récupère l'information. Puis je vois que moi, un des principaux objectifs de ma vie, c'est de devenir un savant. Je dis un savant parce que c'était le langage d'enfant que j'utilisais à cette époque-là, qui étudie le cerveau, mais qui va démontrer avec d'autres que finalement, l'essence de l'être humain, sa conscience, son esprit, ça se trouve pas à l'intérieur du cerveau. Ça interagit avec le cerveau. Puis j'ai une vision, là, je vois, il y a comme une cloche de verre où j'essaye comme d'isoler l'essence immatérielle. Puis de l'autre côté, bien, il y a la structure physique, le cerveau lui-même. Comment je connais le cerveau? Parce que
j'avais des encyclopédies que mes parents m'avaient achetées. Tout connaître, etc., des vieilles, qui est gros lié, toutes ces choses-là. Donc, je savais c'était quoi un cerveau, même à cette époque-là. Parce que j'avais appris à lire, à parler très jeune, puis j'étais un peu un surdoué, là, à cette époque-là. Donc, alors c'est ça. Ça commence comme ça. Puis, je prends ça très au sérieux parce que je vois ça comme c'est une mission qu'on t'a confiée, puis que alors c'est comme toute ma vie va être orientée en fonction de cette expérience-là. Même ce que je fais aujourd'hui, et ça fait 50 quelques années de ça. Est-ce une réalisation intérieure ou un message venu de l'extérieur? C'est les deux. Il y a une réalisation intérieure, mais aussi un message aussi, pour me rafraîchir l'esprit, la conscience, parce qu'on me dit que avant l'incarnation, j'étais conscient de tout ça, mais que dans le processus d'incarnation, on nous fait oublier certaines choses. Donc, ouais. Alors ça, c'est une des expériences déterminantes. Puis, 8 ans plus tard, donc je vais m'orienter. Je vais suivre des études en fonction de ça. Donc, je vais étudier d'abord la psychologie parce que je me dis que c'est très important de bien comprendre la psyché humaine, même animale, pour être capable de faire les liens avec le cerveau, qui est comme l'organe lié le plus avec l'esprit, la conscience et tout ça. Donc, je m'oriente de cette façon-là. Mais on me fait sauter quelques années à l'école élémentaire, primaire, je ne sais pas comment on dit ici. Puis, je ne veux pas arriver trop jeune à l'université parce que je vais être comme décalé socialement. Alors, il y a quelqu'un qui me propose de faire une pause dans mes études puis de me rendre en Israël pour aller travailler comme bénévole dans un hôpital avec des enfants qui sont handicapés puis qui ont été abandonnés pour la plupart. Des Israéliens, mais des Palestiniens aussi. Puis tout ça est géré par une communauté de catholiques, des bonnes sœurs, les filles de la charité. Donc, je vais là, puis à travers l'eau, malheureusement, je n'ai pas été très prudent, mais je vais tomber très malade rapidement. Puis il y a une infirmière suisse, une Suissesse, qui va prendre soin de moi. Puis elle a une vision holistique des choses. Donc, elle va me traiter avec du charbon végétal activé. Et ça va m'aider à me remettre sur pied au bout d'environ une semaine. Sauf que ce qui est arrivé, que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'avais été infecté. J'avais différents types d'infections dans l'organisme. Et les virus étaient à l'état latent, mais à partir du moment où je me suis retrouvé dans un environnement où il y avait un stress plus élevé, ça demandait plus de l'université, par exemple, le début de l'université, les virus se sont réactivés. Et c'est arrivé dès le début de la deuxième session de ma première année d'université. Et je suis tombé gravement malade. Et au début, les médecins ne savaient pas. Ma mère m'a emmené voir des spécialistes, tout ça. Mais j'étais tellement malade que j'ai abouti dans un lit, comme un cancéreux en phase terminale ou un sédatique. Puis je suis resté là pendant pratiquement une année. Je ne pouvais pas manger, je pouvais boire un peu d'eau. Le corps était inflammé partout, donc il faisait mal. J'avais de la nausée, je ne pouvais pas manger, aucune force. Puis ma perception visuelle était altérée comme si j'avais pris une substance quelconque. Donc le cerveau était affecté aussi. Et il va falloir 7 ans avant qu'un médecin puisse finir par identifier un spécialiste de la médecine, un expert en maladies infectieuses, connu internationalement, qui travaillait à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal. Il va découvrir que j'ai contracté 3 souches différentes de virus, puis violents, et que, en réalité, ce qu'il me dit par la suite, c'est qu'avec ce qu'il avait vu au niveau du bilan biochimique, au niveau du sang, j'aurais dû soit mourir ou rester handicapé jusqu'à la fin de mes jours. Mais il est arrivé quelque chose. Pendant l'année dont je parle, c'est que là, je commençais à être désespéré parce que j'essayais de réconcilier ça avec ma vision d'enfance à l'âge de 8 ans, puis je comprenais pas parce que là, je voyais que
je ne serais pas en mesure de remplir la mission, entre guillemets, si le corps n'était pas en parfaite santé. Puis, j'étais vraiment déprimé, mais mon système nerveux était attaqué aussi. Puis, par exemple, on va découvrir 7 ans plus tard que j'ai fait ce qu'on appelle une vasculite, donc une inflammation de tout le réseau sanguin au niveau du cerveau. Alors ça expliquait plein de choses là, au niveau des perceptions altérées, tout ça. Puis, donc, c'était difficile pour moi de comprendre. Puis j'ai sombré comme dans un désespoir, comme un néant finalement. Puis j'ai commencé à penser, honnêtement, à me suicider. Ça fait drôle de dire ça, mais j'ai commencé à élaborer des plans pour voir, avec des médicaments. Puis, mais j'étais désespéré. Mes parents étaient des gens très catholiques, comme beaucoup de monde au Québec à cette époque-là, surtout les gens du milieu agricole. Ils avaient beaucoup la foi. Ma mère encore plus. Donc, ma mère, elle m'a dit, si les médecins ne peuvent rien faire, ils ne comprennent pas, il ne reste qu'une chose. Ben, prie, demande de l'aide. C'est ce que j'ai fait. Puis, ça n'a pas été long. Au bout de 3 jours, une nuit, j'ai eu l'impression qu'on me sortait de force au niveau de la région du cœur. Puis je me suis retrouvé à l'extérieur du corps physique, en présence d'un être de lumière. Bon, donc c'était ce qu'on appelle une EMI, là, une expérience de mort imminente. Et là, on est allé voir des plans. Il m'a amené à l'endroit probable où j'aboutirais dans l'état mental où je me trouvais, l'état de déprime. Donc, ça faisait peur. Là. C'était très gris, sombre, terne. Puis il m'a demandé si, je dis il, mais en fait, c'est androgyne. Finalement, est-ce que c'est ça que tu veux faire de ta vie maintenant? Puis là, j'ai dit non, mais sauf que si mon véhicule n'est pas en bonne santé physique, je pourrais pas remplir ce que vous m'avez demandé de. Puis là, il me dit, d'abord, il faudrait que tu comprennes que c'est pas une maladie vraiment. Oui, les médecins voient ça comme une collection de symptômes, mais en réalité, tout ça, ça fait partie de ton plan de vie, mais tu l'as oublié. C'était déjà prévu. Et c'est comme un reset, comme on dit en anglais. C'est comme tu réinitialises l'ensemble du corps, y compris le cerveau, le système nerveux. Et tu vas sortir de ça avec des capacités nouvelles, compréhension nouvelle. Donc, il me dit ça. Puis il me dit aussi, là, tu sais que tu vas être aidé, tu n'es pas seul. On est présent. Mais j'avais des doutes encore, j'avais un petit côté sceptique, puis je me disais, ça doit être une hallucination qui est due à... Vu que je suis affecté au niveau cérébral. Mais là, ils m'ont donné 3 prédictions de choses qui vont se réaliser en l'espace de quelques semaines à peine, pour que je puisse me rappeler de ça, puis dire, ah ben oui, finalement, c'était réel, tout ça, c'était pas une hallucination ou des hallucinations. Et ensuite, là, on est allé vers on a fait comme une visite, mais de plans beaucoup plus lumineux. C'était beaucoup plus beau. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu comme télécharger. Après, lorsqu'on me ramenait dans mon corps, donc un corps plus subtil, un corps plus lumineux, qu'on ramène dans ma carcasse physique, mon véhicule charnel, mais avec des informations nouvelles. Et j'ai recommencé à prendre du mieux. Et c'est là que j'ai pu commencer à télécharger finalement mon programme de recherche de ce que j'allais faire dans les prochaines décennies. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait exactement en fonction de ça. Donc, l'expérience d'enfant à 8 ans et l'expérience assez dramatique à l'âge de 20 ans. Puis, comme promis, j'ai réussi à remonter, on m'a aidé. Ça s'est mis à aller beaucoup mieux au niveau physique et tout ça. Puis j'ai fini par récupérer toutes mes facultés et plus. Et c'est comme ça, finalement, que je me suis orienté. Pas en fonction de ce que j'avais appris à l'université parce que, on me présentait une vision classique, matérialiste des rapports entre l'esprit et le cerveau en disant que le cerveau, c'est ce qui produit la conscience, l'esprit, et que c'est même pas discutable.
Ben moi, quand j'ai pu récupérer l'université au bout d'une année, un peu plus d'une année, là, je suis arrivé avec une certitude nouvelle, puis j'ai comme défié finalement mes superviseurs pour le mémoire de maîtrise, la thèse de doctorat, tout ça. Puis ils voyaient que j'avais comme... j'avais un superviseur qui était un neurologue lui-même, puis il voyait des patients, puis il trouvait que pour lui, parce que lui, c'était un grand admirateur, il était venu étudier à l'Institut Pasteur à Paris avec Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal. Puis moi, j'arrivais avec une vision complètement aux antipodes. Et là, il me disait, ouais, peut-être que tu as des tendances schizoïdes, puis on devrait peut-être te faire investiguer par un médecin psychiatre de mes amis. Tu sais, puis j'ai refusé. Non. Mais bon, ils m'ont dit, on va te reprendre à l'essai, puis on va voir où ça va mener, parce qu'ils pensaient que c'était du délire. Mais voilà, donc ça a commencé comme ça. Mais en réalité, je m'orientais en fonction de ce que j'avais téléchargé comme information. Mais ça, je l'ai pas dit à personne à cette époque-là. Comment as-tu pu te frayer un chemin au milieu d'une recherche très classique? Non, puis c'était des laboratoires très classiques. Tout ce que c'était un des centres de neurosciences les plus reconnus à travers le monde entier. On avait par exemple, on avait à Montréal, il y a toute une histoire en lien avec les neurosciences. Il y a un fameux, un Américain célèbre du nom de Wilder Penfield, le fameux docteur Penfield, qui était venu parti des États-Unis. Il est venu fonder l'Institut neurologique de Montréal en 1929. Et il y avait un de ses plus fidèles collègues qui s'appelait Dr. Herbert Jasper. Et Dr. Jasper, donc, et ça c'était à l'Université McGill, c'est l'autre grande université, mais en langue anglaise à Montréal. On l'appelle la Harvard du Nord. Et l'Université de Montréal était comparable en termes de statut, mais pour les francophones. Et vers la fin de sa carrière, Dr. Penfield est passé de... Dr. Penfield était décédé, mais Dr. Jasper a vécu très vieux, jusque dans 93, 94 ans. Alors, il a fini sa carrière à l'Université de Montréal. Donc, il venait nous rencontrer. Il venait faire son tour une fois par semaine, à peu près. Il marchait avec une canne. Et là, je demande, c'était un peu comme pouvoir lui parler, comme avoir une audience avec le pape, ou en tout cas quelqu'un de très important, parce que c'était un des pionniers des neurosciences modernes. Alors, moi, j'étais très timide, mais en tout cas, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je lui ai demandé de pouvoir lui parler, parce que je voulais lui exposer mon plan. Alors, il a accepté, très, très gentiment. Il m'a dit, je te donne 30 minutes. Donc, je me suis présenté, puis là, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, puis là, il hochait de la tête. On se parlait en anglais, là, parce qu'il parlait en anglais, mais puis là, il me dit, « Ah, pauvre petit gars, ta vie va être terriblement souffrante si tu fais ça. » Lui, ce qu'il m'avait conseillé, c'est « Garde tout ça pour toi, mais œuvre en neurosciences comme la plupart de tes collègues. Fais pas de vagues, sinon ils vont vouloir te monter au bûcher. » Il m'a aussi dit qu'il partageait le même point de vue que moi, qu'en réalité, après, et Penfield aussi, qui avait étudié le cerveau pendant 60 quelques années, il était venu à la même conclusion que moi. Sauf que en 1985, 1990, le monde n'était pas encore prêt pour ça, le monde des neurosciences. Donc, il me dit, si tu les prends de front, la réaction va être violente, puis ils vont essayer de se débarrasser de toi. Donc, il faut que tu utilises, faut que tu sois politique, stratégique. Mais c'était pas dans ma nature. D'où je viens, les gens sont très carrés, et transparents, ils vont te dire les choses comme elles sont. Puis moi, j'étais comme ça aussi. Donc, j'ai pas pu faire ça. Ce qui fait que je me confrontais continuellement avec mes propres superviseurs, avec les collègues, avec tout le monde, finalement. Puis ils ont commencé à me voir comme gentil garçon, mais un peu illuminé. Et puis, les autres scientifiques, ils me disaient, mais toi, tu veux tout de suite te rendre à l'oméga, mais avant de comprendre l'oméga, il faut commencer par l'alpha ou ABC. On commençait par les fondements biophysiques, étudier un petit canal ionique spécialisé dans une membrane de nœud, les neurosciences fondamentales.
Puis moi, je lui dis, non, 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 moi c'est l'autre extrémité du spectre qui m'intéresse. C'est ça qui est plus important pour les êtres humains. Donc, on pouvait convenir de ne pas, de ne pas être d'accord, c'est correct. Mais il voyait que j'étais difficile à... Il voyait que finalement, je ferais mon chemin, mais que j'étais comme dans ma bulle. Puis, bon, se demandait si je n'étais pas un peu Asperger. Bon, donc, ça a été difficile. Puis, j'ai commencé à me faire critiquer quand j'étais étudiant, finalement, parce que moi, je leur ai pas parlé de mes expériences personnelles, mais je leur parlais de comment la vision, finalement, des liens réels entre... Je leur disais que le cerveau servait juste à manifester, à exprimer, à transmettre. Mais ça les choquait profondément, parce que dès qu'ils effectuaient, par exemple, dans le cadre d'études, une lésion dans une région spécifique, associée, je sais pas moi, au mouvement, au langage, à la mémoire, il y avait des déficits automatiquement. Donc, pourquoi dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas le cerveau qui produit les fonctions? Pour eux, c'était pas intuitif du tout de voir ça. Puis ils pensaient que j'étais une espèce de, c'est ça, d'illuminé, d'huluberlu. Mais bon, j'ai tenu bon, puis j'ai essayé, à la fin de mon doctorat, essayer de trouver d'autres chercheurs dans le monde entier où je pourrais faire entendre ces idées-là plus facilement. Malheureusement, à cette époque-là, il y en avait pratiquement pas dans le monde. Il y en avait, mais qui étaient déjà soit décédés. Il y avait eu des grands dualistes comme Dr. John Eccles, prix Nobel, Roger Sperry, mais ces gens-là étaient soit décédés ou en tout cas étaient tout près de... ils étaient retraités depuis longtemps, donc ils prenaient plus de nouveaux étudiants. Alors, je me suis retrouvé dans un laboratoire très de haut niveau au NIH, l'Institut national de la santé aux États-Unis, à Bethesda, en banlieue de Washington. Et le chercheur avec qui je devais aller travailler au NIH, finalement, a reçu une offre pour une position dans un centre médical qui était le plus développé au monde à l'Université du Texas, à Houston. À l'époque, quand je suis allé au début des années 90, ça englobait plus d'une 60aine d'hôpitaux puis de centres de recherche. C'était vraiment... Parce qu'ils ont énormément d'argent à cause de l'industrie pétrolière. Donc, je suis allé là, mais j'étais encore dans le même système de pensée, avec la même... mais ce qui m'a aidé, c'est que d'abord, on voulait que j'effectue la chirurgie au niveau du cerveau. On voulait que je fasse des lésions dans des régions spécifiques de singes macaques, des rhésus. Et puis ça, là, j'ai eu un problème de conscience morale. Je ne pouvais pas faire ça. Mais ce qui m'a sauvé, c'est qu'on était en train, à cette époque-là, de développer l'imagerie cérébrale. Et donc, j'ai dit à la place, je vais me forger là-dedans. J'ai offert ça à la superviseure du laboratoire. Puis, bon, on a fait comme une entente. Puis, je suis resté là pendant quelques années. Ils m'ont offert de m'engager. Par contre, j'étais performant. Puis, ils voulaient me donner le poste de... J'étais tout jeune, puis ils voulaient me donner un poste de direction du nouveau centre d'imagerie. Mais je ne suis pas resté là. Je suis revenu au Canada. Sauf que là, avec l'imagerie cérébrale, là, on pouvait examiner ce qui se passait dans le cerveau pendant que les gens étaient dans différents états de conscience ou pensaient, avaient des émotions, etc. Donc, ça ouvrait plein de possibilités. Donc, je suis allé à l'Institut neurologique de Montréal, qui avait été fondé par Penfield, Jasper. Et ça, à cette époque-là, c'était un des meilleurs centres d'imagerie sur la planète. Et je me suis formé pendant quelques années. Puis, je suis devenu considéré comme un expert international dans ce domaine-là. J'ai été un des premiers chercheurs sur la planète à utiliser l'imagerie par résonance magnétique pour aller voir dans quelle mesure l'être humain, de par sa conscience, son intention, sa volonté, est capable d'aller moduler l'activité de
des parties émotionnelles du cerveau qu'on appelle, techniquement, on parle du système limbique, mais c'est synonyme de cerveau émotionnel. Et on fait ça à partir de la région du cerveau qui est la plus, qui se développe le plus tardivement dans la vie chez l'être humain. Donc, la partie préfrontale, antérieure, qui fait partie de ce qu'on appelle le lobe frontal. Ça, c'est considéré comme l'organe de la civilisation parce que quand il y a des lésions à cet endroit-là, les gens deviennent complètement désinhibés sur le plan socio-émotionnel, puis ils se mettent à faire des choses assez terribles. Ils ont plus de capacité de régulation. Donc, on a été premiers. Moi, j'ai été convaincu de par ce que j'avais téléchargé et aussi parce que j'avais lu beaucoup sur les traditions spirituelles, différentes traditions spirituelles. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans l'enfance, mes parents auraient aimé que je devienne un prêtre. C'était encore bien vu à cette époque-là. Et j'étais devenu servant de messe à l'âge de 6 ans. J'étais tout petit. J'étais pas très grand. Puis le curé devait me fournir un petit banc spécial pour me faire des lectures pour que je puisse être au niveau du lutrin puis voir la Bible. Puis ça faisait rire les adultes. Là, je les voyais rire dans la salle de voir un petit bonhomme comme ça, mais qui s'exprimait comme une grande personne, qui maîtrisait le langage. Puis le curé en question était très satisfait de ce que finalement je faisais. Et là, il est allé voir mes parents à un moment donné, puis il a dit votre garçon, il est brillant, il écoute bien, etc., etc. Je pense que s'il intégrerait la hiérarchie catholique, il monterait très vite en grade. Puis je le vois déjà dans dans le rouge pourpre, un cardinal, par exemple. Alors, mes parents étaient tout impressionnés de ça, mais ils étaient pauvres. Alors, le curé s'est offert pour payer la première année. Puis ils m'ont envoyé dans un séminaire privé. Un séminaire pour 5 ans, pour me former. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai un petit côté rebelle qui s'est manifesté de plus en plus avec les supérieurs et tout ça, parce que je posais trop de questions. Genre, on me présentait des dogmes, mais je leur demandais quelle preuve vous avez. Ça vient où? Pouvez-vous me démontrer ça? Puis ça les horripilait, là, évidemment. Puis à la fin du séminaire, au bout de 5 ans, le père supérieur m'a dit ne va pas dans l'église parce que tu risques d'être excommunié. T'es mieux de faire un scientifique qui pose beaucoup de questions. Puis ça. De toute façon, c'était ça qui était le plan que je suis là. Donc, j'ai échappé à l'église d'une certaine façon. Mais j'ai apprécié parce que j'ai appris plein de choses aussi. Le latin, l'histoire de l'Antiquité, tout ça. Ça a été utile. Très formateur au niveau intellectuel. Mais bon, moi j'ai suivi ce que j'avais capté dans mes expériences, là. Et puis, je me suis orienté comme ça. Mais à partir du moment où j'ai été engagé comme jeune chercheur à l'Université de Montréal, donc je suis retourné travailler là où j'avais commencé, où j'avais fait mes études. Ça se fait souvent, ça, en sciences. Mais là, j'avais la possibilité d'utiliser cette technologie-là d'une façon toute nouvelle. Alors, pour revenir à ce dont je parlais plus tôt, j'ai fait une étude donc sur nos capacités comme humains de réguler volontairement, intentionnellement, consciemment nos émotions. Dans les neurosciences matérialistes à l'époque, les chercheurs ne croyaient pas qu'un être humain pouvait arriver à réguler ses émotions parce que les émotions étaient censément liées à des structures plus primitives du cerveau. Bon, on parle d'un système limbique ou un cerveau émotionnel, mais on le partage avec tous les mammifères au niveau des structures. Puis aussi, on a ce qui touche à ça, c'est on a un tronc cérébral qui est très, très vieux, qu'on voyait chez des reptiles, des reptiles plusieurs millions d'années. On a ça aussi chez l'humain. Et donc, on croyait à ce moment-là que les impulsions émotionnelles, tout ça venait de ces structures plus primitives, plus anciennes, puis qu'on ne pouvait pas vraiment rien faire avec les parties plus récentes du cerveau. Alors moi, je ne croyais pas à ça parce que dans les traditions spirituelles, on enseignait aux gens, on essayait en tout cas d'enseigner aux gens
à développer des techniques, soit en prière, en contemplation, en méditation, pour justement arriver à être capable de bien gérer les émotions. Donc, je me disais, mais il doit y avoir une façon au niveau du système nerveux pour que ça soit possible, parce que ces traditions-là, si elles avaient menti pendant des siècles et des siècles, elles seraient plus là. Il doit y avoir un fond de vérité à tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai entrepris ce programme de recherche-là. Et dès la première étude qui a été faite, on avait recruté c'était des étudiants au baccalauréat. Et pour induire une très forte réponse émotionnelle dans le cerveau, ce que j'avais pensé qu'on pourrait utiliser des extraits de films érotiques, même pornographiques, parce que, tu sais, des jeunes hommes là, autour de 18, 20, 22 ans, c'est sûr qu'ils sont bourrés d'hormones, puis je me disais, ben, ça va réagir fortement. Puis effectivement, donc ils étaient allongés dans le scanner avec des lunettes de réalité virtuelle qui étaient connectées à un système audiovisuel. On leur passait les extraits de films, puis dans une première condition, on leur a demandé tout simplement de réagir de façon normale, comme s'ils avaient regardé des films, par exemple, chez eux, là, ou sur l'ordinateur. Donc, et évidemment, les régions du système limbique, du cerveau émotionnel, se sont activées très fortement. Mais l'intérêt de cette étude-là, c'est que on a fait une deuxième condition. Et là, on leur a dit, vous allez devenir des observateurs détachés des films en question, mais aussi de vos propres réactions physiologiques. Peut-être le cœur bat plus vite, votre respiration s'accélère un peu, vous êtes excité subjectivement, tout ça. Vous allez vous détacher de ça. Vous allez devenir des observateurs détachés. Et ça, ben, c'est la pleine conscience qui m'avait inspiré ça. Je connaissais déjà ces choses-là. Et on les a entraînés simplement pendant 30 minutes avant de passer à l'expérimentation. Ben, ce qui est arrivé, mon intuition était bonne. Ben, j'avais été bien guidé finalement. Même si ce n'étaient pas des experts en contemplation, tout ça, personne n'avait d'expérience en méditation, ben, ils ont réussi à éteindre complètement l'activation des régions dans le système limbique. Et ça, quand ça a été publié, et là, à une échelle internationale, c'est comme ça que je suis devenu connu internationalement, pour commencer. Ça a été accepté parce que c'était des études qui touchaient des thèmes intéressants, importants. Et j'avais utilisé des techniques éprouvées, tout ça. L'étude était parfaitement faite au niveau méthodologique. Sauf que moi, je l'ai interprété autrement que mes collègues, par exemple. Les collègues, ils disaient, ben oui, mais c'est pas surprenant. C'est simplement des parties d'un cerveau qui est plus évolué, le lobe au niveau préfrontal, qui vont aller inhiber des régions auxquelles ils sont connectés plus profondément dans le cerveau. On peut interpréter ça comme ça, peut-être. Mais moi, c'était pas comme ça que j'ai interprété ça. Je disais, il existe un champ d'information, une conscience au niveau qui interagit avec le cerveau, et c'est cette information-là qui va aller éteindre les structures du système limbique. Ça se fait un peu comme des phénomènes d'intrication au niveau quantique, par exemple. Il n'y a pas de connexion traditionnelle. On utilise une façon d'interconnecter phénomènes, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et bon, c'est là que ça a commencé à chahuter, mais ça a fait le tour du monde et ça a contribué à créer un champ de recherche nouveau sur la neuroscience de la gestion des émotions. Ça a donné lieu à l'intelligence émotionnelle quelques années. On a publié des livres et tout ça. Daniel Goleman aux États-Unis, à New York. Et ça a été intégré dans le cadre de ce qu'on a appelé la psychologie positive, puis toutes ces choses-là. Les gens des traditions spirituelles, par exemple, qui pratiquaient, il n'y avait pas de surprise. Le Dalai Lama m'a invité une dizaine d'années plus tard, son équipe à Melbourne, en Australie, en 2013. Et lui, ben, il n'y avait pas de surprise. Ça va dans le sens de ce qu'on enseigne aux gens. C'est normal. On a une capacité d'influence
très grande au niveau du système nerveux, mais aussi de tous les systèmes physiologiques qui sont connectés, système immunitaire, système endocrinien, même l'expression des gènes. Puis la génomique commençait à démontrer ça aussi. En quoi cette notion de champ extérieur te paraissait plus cohérente que l'autre hypothèse? Oui, c'était comme une hypothèse alternative, mais moi, c'était la petite voix de l'intuition qui me disait ça se fait autrement. Mais là, ce qu'il fallait faire, c'est d'aller vers des études différentes qui montreraient ça. Par exemple, amener des gens dans un état élargi de conscience où le cortex préfrontal, par exemple, qui était censé faire le boulot dans la régulation des émotions, est complètement inactivé. Donc, il n'est plus... pourtant, les gens vivent des choses très puissantes au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau physique et tout ça. Ce qu'on appelle des expériences mystiques. On commençait à parler d'état élargi de conscience en psychologie transpersonnelle aussi. Donc, je me suis orienté de plus en plus vers ça pour essayer, mais aussi vers des gens qui avaient fait comme moi, une EMI, une expérience de mort imminente, mais en arrêt cardio-respiratoire parce que c'était plus convaincant pour les neuroscientifiques. Parce que sinon, ils vont dire, oui, la personne n'est pas morte encore. Bon, peut-être qu'elle est près de, mais ça veut dire qu'il y a encore de l'activité physiologique dans l'organisme, que probablement qu'il y a encore de l'activité au niveau des neurones, dans les structures plus profondes, qu'on ne peut plus, on capte pas ça au niveau du scalp, mais c'est sûrement là, ça peut expliquer plein de choses. Donc là, je me suis dit, on va se tourner vers des gens qui sont vraiment morts cliniquement pendant une période de temps. C'est comme ça qu'on a commencé. Et bon, j'ai fait plein d'études. J'ai comparé, par exemple, ce qui se passait dans le cerveau de carmélites contemplatives. Donc, c'était des femmes qui étaient au couvent toute la journée puis qui ne sortaient jamais. Il a fallu discuter avec ces femmes. Ça a été, avec la prière du couvent, ça a pris des mois avant que... Au début, elle avait peur que je sois comme un neuroscientifique traditionnel, puis qu'on utilise ça pour montrer que, vous voyez, il y a des activations dans telle ou telle région. C'est ça qui crée les hallucinations. Les bonnes sœurs pensent qu'elles contactent elles entendent la voix de Dieu. Donc, ils ont fait une recherche sur moi et sur mon compte pour s'assurer que j'étais honnête. Mais à partir du moment où ça a été établi, là, elles m'ont fait un grand honneur en acceptant de sortir de leur couvent puis de venir dans un laboratoire de neuroimagerie. C'était toute une affaire. Puis on s'en est bien occupé, tout ça. Et ce qu'on leur a demandé de faire, c'est tout simplement de se préparer, avant même qu'elles embarquent dans le scanner, à entrer dans l'état qu'elles recherchaient à tous les jours, finalement, pendant qu'elles faisaient la contemplation. Puis c'était comme des athlètes olympiques de la contemplation. Hein? Un peu comme les moines bouddhistes comme Mathieu Ricard et compagnie qui pratiquent depuis des décennies. Donc, en même temps que Richard Davidson à l'Université du Wisconsin travaillait avec Mathieu Ricard, puis moi de mon côté, en parallèle, puis on était comme en compétition un peu à ce moment. Les Américains voyaient ça comme ça, eux. Ils m'avaient à l'œil, ils savaient, le Frenchie de Montréal qui nous, avec des moyens beaucoup plus restreints, mais qui, quand même, il réussissait à faire. Donc, il y avait comme une compétition, qui sait qui va réussir à... Et ce qu'on a montré finalement, c'est que les circuits qui s'activent dans le cerveau pendant une expérience dite mystique, ça ressemblait beaucoup aussi à ce que les expérienceurs qui avaient vécu des expériences de mort imminente, mais en arrêt cardio-respiratoire, donc ils avaient été morts temporairement. On peut parler, comme dit Dr Charbonnier, on peut parler dans ces cas-là d'une mort temporaire, vraiment, cliniquement. Alors, on a eu l'idée après avoir étudié les carmélites, puis identifier dans quel... on a fait 2 études avec elles. D'abord, on a mesuré l'activité au niveau électrique avec des électrodes au niveau du scalp. On appelle ça un électroencéphalogramme ou EEG.
Ça permet de voir la distribution des différentes fréquences des ondes dans le cerveau. Donc, des ondes rapides, par exemple, du bêta, du gamma, encore plus rapide. Il peut y avoir des ondes lentes, très lentes, des ondes θ, même à frontière θ-delta. On s'est rendu compte que dans ces états-là, il pouvait y avoir des ondes assez rapides, comme ce qu'on appelait du gamma, du haut gamma. Et ça avait été trouvé par les Américains, chez M. Ricard et ses collègues bouddhistes. Et ça, c'est comme impliqué dans le... C'est un focus, là, mais à un autre niveau, là, vraiment une attention soutenue extraordinaire. Rien ne peut venir perturber ça. Puis en même temps, ils produisent des ondes lentes, très lentes. Et les ondes lentes, ben, par exemple, quand il y a un arrêt cardio-respiratoire, la fréquence, elle tombe à 0. Alors, mais chez les religieuses, par exemple, qui ne sont pas en état de... On voyait les fréquences baisser aussi, mettons, à 3, 4 cycles par seconde, quelque chose comme ça. Et après ça, ben, on a examiné compte tenu de ma propre expérience, ben là, j'étais intéressé de savoir, est-ce que les gens qui ont vécu des EMI après un arrêt cardio-respiratoire, est-ce que ça ne transforme pas de façon permanente le cerveau? Ça n'entraîne pas comme une espèce de mutation, finalement, au niveau soit de la structure ou du fonctionnement cérébral? J'essayais de trouver comme des marqueurs. Alors, ces gens-là, on a étudié une sous-catégorie on a passé des annonces je suis même allé dans des émissions de TV vues par des millions de personnes. Et puis là, j'ai dit, on cherche des gens qui ont vécu cette expérience-là, mais l'EMI a été induite par un arrêt cardio-respiratoire. Donc, les gens... on a reçu des centaines d'appels et on a pu créer un bon échantillonnage. Et c'était des gens qui disaient, au lieu de parler de Dieu, contrairement aux carmélites, ces gens-là parlaient de la lumière, la rencontre avec l'être de lumière ou la sphère de lumière et tout ça. Donc, ce qu'on leur a demandé, c'est de faire un peu comme les religieuses. Êtes-vous capable de vous reconnecter à la lumière? Et nous, on va examiner ce qui se passe dans le cerveau. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que les circuits qu'on avait vus chez les carmélites, les zones qui étaient activées, étaient semblables chez les gens qui avaient eu l'expérience de Mauna, qui disaient être toujours en contact avec la lumière. Alors, on a trouvé ça. On a aussi examiné ce qui se passait au niveau des différentes bandes de fréquences. Et donc, c'était semblable aussi au niveau des bandes de fréquences. Et ça c'était très novateur. C'était les premières études au niveau international. Ça a fait le tour du monde plusieurs fois. Ça aussi, ça a contribué à me rendre célèbre, sauf que ça m'a complètement discrédité au niveau du milieu académique. Là, j'ai commencé à recevoir des lettres c'était des grands neuroscientifiques qui me disaient « On t'aimait beaucoup quand tu as commencé ta carrière en neurosciences parce que tu respectais les canons méthodologiques, tu utilisais le paradigme que tout le monde utilise, mais à un moment donné, tu as commencé à déraper, puis là, ça nous énerve sérieusement. Puis ça va être difficile pour ta carrière future si tu continues comme ça. » Donc, c'était des menaces même. C'était sous forme de... Il me faisait... ça, c'était des gens qui étaient super établis, surtout des Américains, dans le domaine des neurosciences, très connus, tout ça. Puis, il commençait à voir où je voulais m'en aller avec tout ça, puis il me disait, si tu penses que à toi tout seul, tu es capable de... Tu surestimes tes capacités, mon petit, parce que le système est beaucoup plus puissant que toi. Puis, il repose sur une idéologie matérialiste athée. Pas juste dans les neurosciences, partout, dans tous les milieux académiques, milieux intellectuels. Comment tu vas faire pour être capable de... Tu ne pourras pas changer ça toi tout seul, ça, c'est certain. Puis, donc, ça m'a obligé à réfléchir et tout ça. Mais ce que ça a fait aussi, c'est que les dirigeants, j'étais à la faculté de médecine à l'Université de Montréal,
régulièrement, il m'envoyait des petits messages pour me dire, ben là, on n'aime plus du tout le genre, parce que ça faisait de la publicité au niveau international à l'Université de Montréal, mais c'était pas le genre de publicité qu'ils voulaient à la faculté de médecine. Le Dalai Lama, aller parler aux Nations Unies sur la nouvelle science de la conscience, des trucs comme... C'était pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient que je travaille avec Big Pharma, parce que j'avais été formé en neurochimie, neuropharmacologie. Mais moi, je voulais pas faire ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est que après que je revienne de mon voyage en Australie, où j'avais été invité par l'organisation du Dalai Lama, on avait eu un débat sur la nouvelle science de la conscience. Ils avaient amené deux neuroscientifiques australiens, mais matérialistes, athées. Il y avait moi puis le Dalai Lama. Puis finalement, le Dalai Lama a réalisé qu'on était très copains au niveau de la vision du monde. Ben, c'est pour ça aussi que j'avais été invité. Puis après, il m'a demandé de manger avec lui, tout ça, puis il m'a échangé des différentes choses. Puis là, j'ai compris que fallait que j'arrive à me connecter, faire des contacts partout sur la planète si je voulais être capable d'avoir un meilleur impact. Puis aussi pour que les choses se transforment. On ne peut pas faire ça seul, ça c'est certain. Mais au même moment, quand je suis retourné de l'Australie, puis tout ça, à l'Université de Montréal, ils m'ont foutu dehors. Avant même me donner je sais pas comment on appelle ça ici en anglais, on dit tenure. On te donne ta permanence jusqu'à ta retraite. Ben, afin d'éviter ça, puis pourtant, j'avais amené des subventions, même des États-Unis, d'Europe, de différents endroits. Mon dossier était impeccable, mais ils avaient un biais idéologique contre moi, les dirigeants. Et au lieu de me donner, parce que j'avais droit à ma permanence, ben, au lieu de faire ça, ils ont décidé de ne pas renouveler mon contrat de recherche. Sauf qu'ils n'ont pas pu me dire que c'était pour des raisons idéologiques, parce qu'ils n'avaient pas le droit, j'aurais pu les poursuivre. Alors, ils ont argumenté que, bon, il y avait un manque à gagner à la faculté de médecine de 100 millions cette année-là, mais comment j'ai su ce qui s'était passé vraiment, c'est qu'il y a eu des fuites, puis il y a une personne qui faisait partie du comité qui avait évalué tout ça, qui m'a tout raconté. Parce qu'elle se sentait pas bien moralement, parce qu'elle trouvait que c'était pas correct de faire ça. C'est comme ça que mais je m'en doutais que c'était ça. Raconte-nous ton arrivée à l'Université d'Arizona. Ben, ça se fait encore de manière très étrange, avec des synchronicités et tout ça. Je suis dans mon bureau en train de serrer toutes mes choses, les livres, placer ça dans des boîtes. Puis je reçois un mail d'un chercheur que je connaissais de nom, mais je ne le connaissais pas personnellement. Il s'appelle Gary Schwartz. Il fait partie du département de psychologie de l'Université d'Arizona. Puis je sais qu'il fait des études controversées avec des médiums, mais en laboratoire. Alors cet homme-là me contacte. Puis il dit, je sais que ça peut paraître étrange, on se connaît pas, mais il dit, je sais qui tu es, mais de réputation. Mais on m'a averti, là, il ne me dit pas de la source, mais il travaille avec des médiums. Alors, il y a une entité du monde spirituel qui lui avertit de contacter le Dr Mario Beauregard à Montréal. Il dit, je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Ben, ça tombe pile. Puis j'y explique l'histoire, mais je l'appelle au téléphone, puis je dis, oh, c'est trop fort. Puis il dit, l'Université de l'Arizona, à Tucson, c'est là où on a créé sur la planète le premier centre d'études sur la conscience en 1995. C'est là où David Chalmers a proposé le hard problem of consciousness, le problème difficile de la conscience. C'est un endroit important. Puis il me dit, ben nous, je dis, moi, je suis un mouton noir, tu sais, dans le milieu académique. Ben, il dit, nous, un mouton noir comme toi, on serait prêt à le prendre n'importe quand. Donc, si tu veux, je t'organise tout ça. Ben, je dis oui. Donc, puis j'arrive là-bas. Et puis, ils étaient tous excités. Puis là, il me dit, ça serait quoi Donc, Gary Schwartz, il y a un laboratoire, mais il vient de terminer une série d'études sur les médiums, même en double aveugle, triple aveugle, ils prennent toutes les précautions, puis ils voient que les médiums, en tout cas ceux qu'ils ont examinés, amènent des informations qui sont véridiques par rapport à des personnes décédées à environ
90 ou un peu plus de 90%. C'est quand même très impressionnant. Mais bon, ça, ce projet-là est terminé. Puis il me dit, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire avancer le champ, tout ça? Puis là, je lui dis, un manifeste pour une science nouvelle. Je n'avais pas encore le terme post-matérialisme. Puis on devrait d'abord organiser un événement où on va faire venir plein d'hérétiques dans différentes disciplines, mais qui sont, à mon avis, des visionnaires. Donc, des gens comme Rupert Sheldrake en biologie et tout ça. Charles Start, un des pionniers de la psychologie transpersonnelle dans une université en Californie, tout ça, etc. Fait qu'il me dit, ben, OK, tu me donnes un coup de main, tu co-organises tout ça, puis on avait aussi Lisa Miller, qui est une psychologue qui étudie, qui fait de la psychologie spirituelle à Columbia University à New York, donc une des grandes universités de la côte Est. Donc, on trouve une subvention d'une fondation privée, donc on peut payer les billets. On fait venir tout ce monde-là à Tucson en avril 2014. Et on se réunit pendant quelques jours. On examine toutes les évidences empiriques en physique, en mathématiques, en psychologie, en médecine, biologie, tout ça. Puis on conclut que finalement, le grand paradigme matérialiste, c'est plus suffisant pour... les physiciens avaient déjà fait ça presque un siècle avant, en passant de ce qu'on a appelé la physique classique à la mécanique quantique, physique quantique. Donc, eux, ils étaient en avance par rapport aux autres disciplines. Mais pour le reste des disciplines, on était loin derrière. Donc, on conclut ça, et c'est là que moi, je propose, je vais prendre la direction d'un projet. On va écrire un manifeste, ensemble, mais je vais faire le premier jet, vous me donnerez vos suggestions, tout ça. Et le fameux manifeste, ça s'est fait rapidement, puis il a été publié en juillet 1994. Et au début, on a ouvert les signatures, donc les gens du milieu académique, même il y avait des médecins, des philosophes, des sciences, tout ça, ils pouvaient le signer. On a laissé, c'est une période ouverte d'une année et demie, on a reçu au-dessus de 400 signatures. Et le manifeste, ça a été traduit parce que ça avait été publié en anglais, il a été traduit dans plusieurs langues au cours des années qui ont suivi. Là, on a été critiqué sur la place publique. Évidemment, là, les sceptiques matérialistes nous ont attaqués, tout ça, mais on a eu des droits de réponse. Et il est venu un article d'un chercheur très connu, un mathématicien qui travaillait pour la NASA, mais qui était rendu à sa retraite, un professeur éméritus, qui a écrit un article, qui a voyagé, puis il a dit, parce qu'il voyait qu'on essayait de nous discréditer, qu'est-ce qui vous dit que ce groupe-là, c'est pas les nouveaux Einstein, Heisenberg, Schrödinger, vous savez pas, ou des nouveaux Galilée, puis il avait examiné en détail tous les articles du manifeste et tout ça, puis il trouvait ça très, très impressionnant, puis une contribution très significative. Donc, ça a été le début de mon aventure à l'Université de l'Arizona, puis on a continué à faire des projets de recherche et tout ça, mais beaucoup d'articles pour développer, surtout des articles, des travaux théoriques pour développer ce qu'on a appelé le paradigme post-matérialiste. Ça, j'ai fait ça beaucoup, mais même pour le grand public à travers des livres comme Un saut quantique de la conscience, par exemple. Et puis, donc ça, je m'occupais de ce volet-là pour essayer de faire des contacts aussi avec dans les médias, pour que ça circule dans la population. Est-il possible de donner une définition du post-matérialisme? Le post-matérialisme, on a choisi ce terme-là juste pour marquer une transition au niveau historique. Donc, ça ne nous dit pas exactement ce que c'est, mais ça veut juste dire que à un certain moment donné, dans l'histoire des sciences, on a reconnu qu'on devait aller plus loin au niveau du modèle qu'on voulait utiliser, de la grande théorie, du paradigme, si on veut, que simplement le modèle traditionnel matérialiste. Donc, c'est ça qu'on a appelé post-matérialiste. Maintenant, post-matérialiste, c'est tout simplement une façon de dire que
On va ouvrir le paradigme, on va essayer de trouver des explications pour englober des expériences de mort imminente, même en arrêt cardiaque, par exemple, des phénomènes psy, des expériences de régression au niveau transpersonnel, des expériences psychédéliques sur le plan subjectif, certaines choses qui arrivent, etc., etc. Donc, c'est une ouverture qui nous mène à une vision du monde plus globale, plus holistique, un modèle holistique, mais qui est, au fond, il est assez proche de ce que nous disent depuis des millénaires des grandes traditions spirituelles. Ça, on découvre ça. Il y a une convergence science et spiritualité. Au niveau de l'explication elle-même, là, je dirais que les modèles... Là, on tombe dans de la métaphysique puis de la spéculation au niveau théorique, même scientifique. Les modèles qui sont ou les hypothèses les plus compatibles, c'est ce qu'on appelle le panenthéisme, par exemple, ou le panthéisme d'une certaine façon. Donc, il y aurait comme le principe premier dans l'univers, mais on peut parler de plusieurs univers, du multivers. On peut parler aussi de mondes plus subtils. Le principe premier serait comme incarné, exprimé à tous les niveaux d'organisation de ce qu'on considère dans notre perception du monde physique ou de monde subtil. Donc, dans le monde physique, ça voudrait dire que même au niveau de ce qu'on appelle des particules élémentaires, il pourrait y avoir une forme de conscience rudimentaire, une proto-conscience, qui serait comme une infime parcelle du principe premier, de la conscience, mais avec un grand C. Certains parlent de conscience primaire, de source, dépendamment, si on est dans les traditions religieuses ou sont en science, les gens aiment utiliser ça, conscience, mais avec un C majuscule, pour distinguer ça de la petite conscience au niveau de l'ego, du petit moi, par exemple. Donc, le panenthéisme, ça, c'est une façon de voir les choses qui peut être compatible. Et moi, à mon avis, moi c'est ma position à moi. Moi, je suis un moniste idéaliste. Donc, pour moi, c'est que notre perception est fonction de notre niveau de conscience et on a des limitations au niveau de nos canaux sensoriels puis du type de cerveau qu'on a en tant qu'humain. C'est la même chose pour les animaux. Donc, par exemple, au niveau humain, nous, on ne peut que capter une petite frange de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique au niveau de la vision. Donc, on ne voit qu'une petite portion du spectre. On a des espèces d'oiseaux, il y a des insectes aussi qui perçoivent bien dans l'ultraviolet, l'infrarouge. Nous, il faut utiliser la technologie pour être capable de faire ça. Donc ça nous limite d'une certaine façon. Et parce que le cerveau, une de ses fonctions, lorsqu'on est incarné dans un monde physique, c'est très lié à notre biologie, à la survie, la reproduction de l'espèce et tout ça. Donc, on est comme un peu coupé de d'autres sphères d'existence, de la source de tout ce qui existe dans l'univers. On peut appeler ça une grande conscience, mais c'est aussi un grand intellect. C'est de la créativité à un niveau extraordinaire. L'amour aussi, mais un amour inconditionnel. C'est tout ça. Mais en général, pour être capable d'arriver à contacter ça, il faut changer l'activité électrique chimique du cerveau. Puis on peut faire ça de différentes façons. Et c'est ça qu'on retrouve là, dans les rapports d'expérience lorsque les gens entrent dans ce qu'on appelle des états élargis de conscience. Ça peut être par les psychédéliques, ça peut être en modifiant notre rythme respiratoire. On peut s'isoler sensoriellement, on peut pratiquer méditation, contemplation. Il y a différentes façons d'y arriver. Ça peut nous arriver brutalement dans une AMI, etc. Mais c'est intéressant de constater que peu importe la voie d'accès, les rapports d'expérience sont très, très semblables
Euh, et ça nous mène, pour moi, à une vision... moi, j'ai eu plusieurs expériences mystiques dans ma vie. Certaines ont été faites avec psychédéliques. Et dans ces états-là, je pouvais réaliser que finalement, un peu comme dans mon expérience d'enfance, finalement, je revenais à ça. Puis je réalisais que le petit moi, l'ego, Mario, il n'existe pas véritablement, qui fait partie d'un tout, de l'un. Le fondement de l'être, on peut l'appeler de différentes façons. Dieu, si on veut prendre un terme, mais qui est galvaudé beaucoup. Et donc, on a l'illusion d'être des individus séparés dans le monde physique. Bon, jusqu'à un certain point aussi dans des mondes plus subtils, des mondes de la mort, jusqu'à un certain niveau. Mais tout ça, c'est comme si on participait à une pièce de théâtre à l'échelle cosmique. C'est une illusion, mais c'est une illusion à partir du point de vue de la grande conscience. Mais à partir du point de vue humain, il y a comme un conditionnement puis une programmation pour nous faire percevoir les choses de cette façon-là, pour nous permettre d'expérimenter de différentes façons, d'évoluer, de vivre des expériences. Mais tout est relié, finalement, au niveau de perception. Donc, il y a... Tout est fonction de l'état de conscience, du niveau de conscience à partir duquel on regarde. Puis il y a un pionnier de psychologie transpersonnelle français qui s'appelait Pierre Weil. Je l'ai rencontré quand j'étais étudiant. À Montréal, il était venu. C'est un Français, mais qui a vécu une grande partie de sa vie au Brésil. Puis il a proposé une équation pour résumer tout ça. Et donc, que notre vision, finalement, elle est fonction de l'état de conscience dans lequel... et notre vision, notre perception dépend du niveau de conscience, de l'état de conscience. À la manière également de Donald Hoffman. Oui, exactement. Puis oui, la simulation. Au fond, on joue dans un... C'est ça, on participe à ça. Mais quand on rentre dans des états plus élargis de conscience, bien là, tout à coup, on s'identifie de moins en moins à notre petit moi, à notre ego. On prend de l'expansion. Puis là, ça change notre façon de voir notre rapport par rapport au corps, par exemple, par rapport à qui on est, à nos mémoires durant toutes nos vies et tout ça. On se distancie par rapport à ça. Puis ça correspond à ce que les gens vont rapporter, par exemple, dans les expériences de mort imminente. Souvent. Puis ça se fait très vite. Moi, j'ai interviewé plein de gens pour mes recherches et les expérienceurs me disaient que très souvent, là, dès qu'ils sont détachés du véhicule physique, déjà, quelques secondes après, là, il y a des gens qui n'ont plus. Ils s'identifient même plus à leur enveloppe. Ils sont déjà très détachés par rapport à ça. Puis leur conscience s'élargit. Donc, déborde leur personnalité humaine rapidement. Il semblerait qu'un nouveau projet se dessine. Peux-tu en parler? Je sentais que je devais changer de pays aussi. Parce que depuis j'étais attiré terriblement par la Suisse depuis l'adolescence. Pour une raison que je connais pas, mais je voyais des paysages, je regardais la télévision, je voyais les arbres, tout ça, puis j'avais des réactions très fortes au niveau du corps. J'avais des larmes aux yeux parfois. Je regardais Heidi, je regardais tout ce qui concernait la Suisse. Puis là, je me disais, il faut qu'un jour je trouve une façon d'être capable d'aller là. Donc, après m'être retiré de l'Université de l'Arizona, je suis de retour au Québec, puis là, je me dis, il faut que je me mette là-dessus. Mais en même temps, commence à émerger, un peu comme plus jeune, j'avais téléchargé les informations, l'idée de créer quelque chose de neuf en Suisse, qui n'existe pas encore, puis mais en lien avec tout ce que j'avais fait avant, la conscience et tout ça. Puis je sais que la science, la Suisse est un des pays plus ouverts sur la planète par rapport à l'exploration de la conscience. Je connais l'histoire, évidemment, du LSD, puis de l'ouverture par rapport aux thérapies psychédéliques, etc. Puis il y a Carl Jung, que j'admire beaucoup, qui avait son institut, puis tout ça. Puis, donc, et par le plus grand des hasards, mais je ne crois pas au hasard,
je reçois l'été dernier une invitation du département des soins palliatifs du canton de Vaud pour un événement spécial à l'occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs partout sur la planète, à la fin septembre. Et quand je vois ça, la dame, l'organisatrice, la directrice de Palliatif Vaud, elle me dit, est-ce que tu aimerais... Là, je saute sur l'occasion. Évidemment que j'arrive là-bas, et là, je trouve ça extraordinaire, puis je me sens comme chez moi. Et il y a un colloque avec plein de monde intéressant qui parle du transpersonnel, des soins palliatifs. On intègre tout ce qu'on apprend dans les études sur le transpersonnel, les neurosciences. On intègre ça dans les soins palliatifs. Puis là, je constate une ouverture extraordinaire de ces gens-là, alors que chez nous, au Canada, on n'a même pas le droit de parler de ça. C'est mal perçu. Les médecins, les infirmières n'osent pas trop, puis... je me dis, ma foi, pourquoi est-ce qu'en Suisse, ils sont aussi ouverts par rapport à tout ça, puis ailleurs dans le monde, c'est pas nécessairement ça. La façon d'interagir avec les patients en fin de vie. Les modèles théoriques aussi auxquels ils vont rattacher certaines des interventions. C'est carrément du non-local, du transpersonnel. Ben là, puis je vois des gens du milieu académique qui assistent à ça, des médecins, des infirmières, infirmiers, puis ils sont tous à l'aise avec ça. Je réalise ça. Quand vient mon tour là, je vais leur parler de l'évolution de la conscience, mais aussi du paradigme, puis de ce que j'ai fait dans ma carrière jusque-là. Et à un moment donné, en plein milieu de ma conférence, ma petite voix intérieure me force à dire « dis-le », puis il y a comme 600 personnes, mais c'est un peu gênant, mais finalement, c'est comme si j'avais perdu le... Là, je suis obligé de vous dire ça. Je suis tellement bien ici, puis pour moi, la Suisse, c'est le plus beau pays du monde. Puis là, le monde se met à applaudir, puis là, tu sais, ils me regardent, puis il y en a qui ont les larmes aux yeux, puis... Alors, après ma conférence, quand vient la pause, là, je suis assailli, il y a une tonne de gens qui viennent à moi, puis là, ils commencent à m'offrir « Hey, j'ai un chalet pour toi, si à tel endroit. » Puis là, tout à coup, il y a une femme, médecin, psychiatre, qui arrive à moi. C'est Catherine Dufour. Moi, j'ai déjà entendu son nom, mais je ne l'avais jamais rencontré. Puis là, elle me donne sa carte, puis ça, puis elle dit hey, il faut se connecter, tu sais, puis ça, il faut rester... même quand tu retournes chez toi, on va se parler, tu sais, puis ça. Puis là, ben, je rencontre d'autres personnes du milieu académique, puis ça, puis... Et là, ben, les gens qui ont organisé l'événement me disent jusqu'à quel point c'est sérieux quand tu dis que tu aimes la Suisse? Ben, j'ai dit sérieux au point que je serais prêt à quitter mon pays pour venir ici, immédiatement. OK, dans ce cas-là, alors, il crée comme une espèce de comité, puis de soutien, puis là, il décide de m'aider avec des lettres, puis toutes sortes de... Et en plus, ils disent, on va profiter de ta... Qu'est-ce que tu dirais si on crée une association pour l'exploration de la conscience? Il y en a une un peu en Belgique, un peu semblable, mais en Suisse, il n'y a pas ça encore. Alors, je dis, ben oui. Puis en plus, ils me disent, ça va aider beaucoup ton dossier pour que si tu fais une demande d'immigration, ben là, les fonctionnaires vont voir que tu es déjà impliqué avec des gens, tu as des projets, tout ça. Ça se fait comme ça. Tout se fait super rapidement. On me présente un gars, un fiduciaire veuvé, expert, qui est expert pour faire venir des gens d'autres pays, tout ça, monter des dossiers. Il y a un gars qui s'appelle David Perrou, qui est un écrivain, qui fait partie Et donc, on va créer la fameuse association. Puis en même temps, ils m'aident à monter mon dossier. Et là, ils me disent, toi, qu'est-ce que tu vas vendre au gouvernement comme projet? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Alors, je leur dis, je vais créer un institut. Mais un institut post-matérialiste. Un institut pas comme les universités traditionnelles, quelque chose avant-gardiste et tout ça. Alors, j'ai tout décrit ça. J'ai déposé le dossier la semaine dernière. Je me dépêchais avant d'arriver ici. Et ben là, il faut que j'attende pendant quelques mois, mais et là, j'ai eu de plus en plus de monde qui ont fait des contacts avec moi, puis tout ça, puis
Donc là, je sens que je peux faire partie d'une famille. Je découvre, je trouve ça extraordinaire d'avoir autant de gens qui sont intéressés par des questions similaires. J'ai aussi retrouvé 2 de mes anciens étudiants que j'avais formés à l'Université de Montréal, qui sont médecins psychiatres, à Neuchâtel, qui travaillent. Ils m'ont fait aussi c'est un couple d'Égyptiens. Ils viennent de l'Égypte. Ben, ils vivent ici depuis plusieurs années. Ils font une très belle carrière. Quel type de recherches vont prendre place dans cet institut? Tout ce qui concerne les capacités de l'esprit de la conscience au niveau non local, mais aussi au niveau local, psychosomatique. Parce que avec les nouvelles techniques génomiques qui se raffinent de plus en plus et tout ça, même au niveau neuroplasticité, notre capacité, je vais essayer de faire des liens avec les gens. Jacques Besson, finalement, il joue un rôle important parce que c'est comme mon parrain, là, si on veut. C'est un homme d'expérience, il est retiré, mais il y a encore tous les liens dans le milieu académique. Donc, c'est lui qui m'introduit aux gros joueurs, aux gens qu'il faut rencontrer. Et aussi, ben là, il va falloir faire des liens avec, je sais qu'il y a plusieurs fondations philanthropiques. Je suis rendu là, mais je peux pas en dire plus pour le moment. Mais ça va être extraordinaire, puis je vais pouvoir enfin me sentir encore plus libre que je ne l'ai jamais été, mais aussi, en travaillant de concert, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens en Suisse qui faisaient des choses extraordinaires. J'en ai rencontré quand je suis venu l'automne dernier. Il y a plein de choses fabuleuses. C'est vraiment à explorer, à développer, tout ça. Mais en plus, moi, je viens du milieu de agricole, donc c'est le Valais qui m'intéresse. Et pendant la conférence, il y a des gens qui sont venus après, à la fin, et qui venaient du Valais. Donc, ils m'ont donné leurs coordonnées pour... Je leur ai dit, ils m'ont demandé, tu veux vivre où? Tu vas vivre de quelle façon? Chalet de montagne. Je veux être près des habitants, près des vaches, des moutons, tout ça. Parce que je me retrouve là-dedans, dans ce milieu-là. Alors, je suis rendu là dans mes démarches, mais je suis super excité. Et... les gens qui m'ont aidé, et même l'avocat là, qui s'occupe de... Il me dit, je regarde ton CV là, avec 50 quelques pages et tout ça. Il dit, c'est pas comme si là, t'es un boulanger, puis que t'es un boulanger de plus qui vient en Suisse. Ben là, on dit, ouais, c'est plus ou moins intéressant, mais là, ce que tu proposes, il n'y a personne en Suisse qui peut proposer l'équivalent. Quand pourrait s'ouvrir cet institut? Oui, mon plan, c'est de déménager à l'été. Cet été, ça s'en vient. Et je me suis déjà préparé parce que là, je reste dans un... J'ai été comme guidé intuitivement. Je me suis pris un chalet de montagne, tout meublé. Donc, je me suis défait de tous mes meubles, une partie de mes bibliothèques, parce que j'en avais une quantité astronomique. J'ai gardé les livres que j'utilise plus. Donc, je suis prêt à voyager léger. Et donc, ça serait à l'automne que finalement les choses se mettraient en branle. Peux-tu parler du dogmatisme scientifique? Malheureusement, dans les universités, on ne nous enseigne pas la philosophie les philosophies des sciences ou l'historique des sciences, etc. Donc, les nouveaux chercheurs, à moins qu'ils soient intéressés par l'histoire des sciences, puis qu'ils aient le fouillé, comme moi j'ai fait plus jeune, ben, ils savent pas, ils citent toujours, par exemple, les pères de la science moderne. Bon, ils parlent de Galilée, Newton, Descartes et compagnie, Kepler et tout ça. Mais ce qu'ils savent pas, si ils s'instruisaient un peu mieux, ils découvriraient que ces géants-là, c'était tous des êtres religieux, des âmes spirituelles aussi. Et que ils ont utilisé, puis avant même Galilée, Descartes, il y a plus de 2000 ans, il y avait et avant même Socrate, il y avait des philosophes présocratiques qui ont proposé des hypothèses au sujet de la nature, de la réalité du monde, comme le matérialisme, par exemple, en disant on peut tout réduire à des corpuscules, vous appelez ça des corpuscules, etc. Le déterminisme, tous ces idées, le réductionnisme, essayer de comprendre des choses plus complexes en décomposant, par exemple, un système plus complexe.
les pères de la science moderne, ils ont utilisé ça comme hypothèse, mais pour l'étude du monde matériel. Et ils avaient une entente aussi avec le Vatican, avec les autorités ecclésiastiques. Et les ecclésiastiques leur avaient dit, nous, on s'occupe du spirituel, l'invisible, l'immatériel. Vous, occupez-vous du monde matériel, le monde physique. Mais ça, si on ne connaît pas l'histoire des sciences, on ne comprend pas. Donc, au tout début, c'était des hypothèses, mais vers le 18e, 19e siècle encore plus, tout ça, ça a été oublié. Et les nouveaux étudiants, les nouveaux scientifiques de l'époque, ben, ils ont pris pour acquis que quand on leur parlait on leur présentait pas ça comme des hypothèses au sujet du monde, mais plus comme des faits. Oui, on pouvait comprendre le monde à partir de la vision matérialiste, que le réductionnisme, c'était très, très utile, l'idée du déterminisme aussi, puis etc. Et c'est comme ça qu'on a créé des générations de scientifiques jusqu'au 20e siècle, pendant une partie du 20e siècle. Il faut lui attendre vers la fin du 20e siècle. Comme je disais tantôt, on n'avait pas le droit même d'utiliser le mot conscience. C'était tabou. Quand j'étais étudiant, on ne parlait pas de ces choses-là. Encore moins d'expériences spirituelles. Donc, c'était ça. Mais il est arrivé aussi c'est qu'il y a eu des avancées dans différents domaines, comme par exemple ce qu'on appelle des expériences de mort imminente ou provisoire, s'il y a un arrêt cardiaque. Dr. Moody a sorti un livre, c'était le milieu des années 70 à peu près, mais il y a eu un décalage, mais à un moment donné, il a commencé à avoir des chercheurs intéressés par ces questions-là. Ils pouvaient le faire, qui ont commencé à se demander qu'est-ce qui se passe dans ces états-là et tout ça. Ça s'est développé de plus en plus. Et il y a des chercheurs qui avaient commencé à étudier ce phénomène-là en étant parfaitement matérialistes, athées, tout ça, mais qui ont changé leur fusil d'épaule quand ils ont commencé à être plus familiers en écoutant les rapports subjectifs, les conditions dans lesquelles les expériences survenaient, puis tout ça, ou en vivant eux-mêmes l'expérience comme Ben Alexander, par exemple, que je connais bien. Bon. Puis il était assez honnête intellectuellement pour l'avouer et tout ça. Donc, la recherche sur les phénomènes psy aussi a progressé. Vous avez des gens extraordinaires comme mon collègue Dean Radin, un collègue post-matérialiste, qui a fait des études. C'est un ingénieur de formation, il a étudié la psychologie, mais il fait des choses là, avec une rigueur extraordinaire. Puis il y a vraiment, c'est un peu le Newton ou l'Einstein de la recherche sur les phénomènes psy, mais il a fait plein d'études de réplication, il a amélioré plein de protocoles, puis il a démontré que ces phénomènes-là, comme télépathie, clairvoyance, vision à distance, même au niveau du temps, précognition, à travers des pressentiments, par exemple, tout ça, ça existe quand c'est étudié en laboratoire, puis on peut répliquer jusqu'à un certain point les données précédentes. Il y a des milliers et des milliers d'études de réplication qui existent. Mais les effets, si on regarde au niveau statistique, ne sont pas nécessairement spectaculaires, sauf chez certains sujets exceptionnels. Mais quand on fait des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on combine des centaines, des milliers d'études ensemble pour déterminer dans quelle mesure un phénomène existe en termes de puissance statistique, là, on découvre que ces phénomènes-là sont très robustes et ils sont plus spectaculaires, pas dans le laboratoire, parce que c'est des conditions limitantes et tout ça, mais dans la vie de tous les jours. Les plus belles expériences en lien avec ces phénomènes-là, c'est vécu par des gens un peu partout sur la planète, dans la vie de tous les jours. Quand on regarde tout ça, le développement de Dean Radin a contribué beaucoup à ça, mais il y a eu plein de pionniers avant lui. On regarde le secteur, l'axe de recherche là, qui est lié aux expériences de mort imminente. On regarde les phénomènes associés aux soins palliatifs, les visions de fin de vie, par exemple, sur les mourants, tout ça.
on examine tout ça. Puis on peut aller voir aussi du côté de l'hypnose parce que, bon, OK, c'est certain que c'est pas aussi rigoureux que, mettons, on fait des expériences de bas biophysique en neurosciences, des choses comme ça. Mais quand même, quand on regarde tout ça, l'hypnose de régression, on a aussi des chercheurs qui se penchent sur des possibilités de vie antérieure. Souvent, c'est étudié plus chez des enfants. Il y a un très bon centre de recherche à l'Université de Virginie avec Jim Tucker. Ça s'appelle Division of Perceptual Studies. Ils font du super travail. Puis quand on met tout ça ensemble, comme j'ai essayé de le faire, mais de façon vulgarisée dans un saut quantique de la conscience, tu vois que, oui, l'explication matérialiste, elle peut fonctionner pour un certain nombre de phénomènes, mais que pour d'autres phénomènes, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le non local, là, on a besoin d'élargir le paradigme. Quelle est ta définition de la réalité? J'appelle ça, j'ai créé une approche psychospirituelle que j'appelle holosynthèse. Puis dans holosynthèse, le but, c'est de reconnecter justement avec ça en changeant l'état du cerveau. Et oui, moi, j'ai fait, comme je disais, plein d'expériences. Puis je suis toujours retourné à ça. Puis j'ai toujours conclu de la même façon. C'est qu'il n'y a que la grande conscience qui existe finalement. Qu'est-ce que la matière dans ce modèle? C'est de l'esprit condensé. Mais finalement, on peut regarder ça sur on peut prendre un spectre, puis à un bout du spectre, c'est ce qu'on appelle la matière, puis à l'autre extrémité, c'est ce qu'on appelle l'esprit, la conscience. C'est pas divisé comme Descartes nous le disait. C'est un tout. C'est la même chose, mais perçu à différents niveaux. Ça a la même origine, la même source. Ouais. Mais de la façon dont on est équipé au niveau cérébral, avec nos canaux sensoriels, on expérimente une dualité au niveau expérientiel. Dans le bouddhisme tibétain, par exemple, on parle de ça. Mais ils sont monistes aussi, mais ils sont au niveau de l'expérience, de la qualia, il y a une forme de dualité, oui, parce qu'on va faire une distinction entre le monde de la matière et le monde de l'intérieur, le monde mental, par exemple. Mais en réalité, quand on est dans des niveaux élargis, plus on se rapproche du principe premier, transcendant, et immanent et aussi transcendant, là, on réalise finalement qu'il n'y a qu'un. Tu parles du statut inexpugnable du darwinisme en biologie. Peux-tu développer? Oui, c'est comme en biologie, c'est un dogme. C'est la même chose que en neurosciences. Bon, il y a l'idée que le cerveau produit la conscience, l'esprit, comme le foie sécrète la bile. Ça, c'est une citation célèbre. Et c'est un peu la même chose. Mais il y a aussi, en neurosciences, un autre dogme. C'était l'idée selon laquelle le cerveau adulte ne pouvait pas changer. Il n'y avait pas de génération de neurones nouvelles. Il n'y avait pas de création de nouveaux contacts synaptiques entre les neurones, de nouvelles dendrites au niveau des corps cellulaires des neurones, tout ça. Et on a maintenu ça en neurosciences pendant un peu plus d'un siècle, jusqu'à temps que les avancées technologiques permettent de montrer qu'on s'était complètement fourvoyé. Et ça a amené à une nouvelle révolution qu'on a appelée la neuroplasticité. Donc, c'est exactement la même chose au niveau du darwinisme. C'est un article de foi. Il y a plein de données expérimentales qui s'accumulent continuellement, qui remettent tout ça en question, mais c'est encore maintenu en vie de façon artificielle par les chercheurs, mais aussi les institutions académiques qui sont les plus influentes. Mais c'est une question de temps parce que ça achève. Parce que ça va être dur on ne peut plus maintenir ça pendant encore très longtemps.
Mais c'était Rupert Sheldrake, il m'avait raconté, c'était un biologiste de formation. Ben, il s'est formé à Oxford. Et quand il a eu développé sa théorie des champs morphiques ou morphogénétiques, il est allé donner justement dans une des grandes universités anglaises une conférence justement sur sa façon d'expliquer l'évolution, le développement avec les champs morphogénétiques. Et ça a tellement choqué les étudiants qui étaient là, les professeurs, que à la fin de sa conférence, quand il est descendu rencontrer les gens, puis tout ça, il y a un étudiant qui s'est précipité vers lui, puis qui l'a poignardé au niveau de l'abdomen avec un petit canif. Donc, ça n'a pas eu de conséquences désastreuses. Mais c'est pour dire, parce que l'étudiant en question, puis plein d'autres personnes dans la salle, se trouvaient dans un état de dissonance cognitive totale par rapport au darwinisme. Parce que Sheldrake leur montrait une autre façon d'interpréter, puis aussi leur montrer des données expérimentales qui ne cadraient pas du tout avec la théorie de Darwin. Et ça provoque des réactions violentes. C'est comme, c'était la même chose. Moi aussi, les gens voulaient m'attaquer au début. Quand je suis allé, par exemple, il y a une quinzaine d'années, ils m'avaient invité à la Sorbonne. Puis, il y avait un comité de personnes qui faisaient partie certains faisaient partie de l'Académie des sciences. C'était des gens très réputés dans chacun de leur domaine. Mais moi, ils m'ont laissé parler pendant 2 heures. Ce que j'ai fait, c'est que... Mais ça, c'était sur l'invitation de Jean Stone, qui m'avait organisé ça. Puis il m'avait dit, tu peux y aller, vas-y, puis on va voir ce que ça va donner. Mais donc, j'ai présenté tout ce qui allait dans le sens qui s'opposait à une vision strictement matérialiste, puis qui amenait on n'appelait pas ça encore post-matérialiste, mais qui amenait quelque chose de nouveau, un nouveau paradigme. Et puis là, je voyais la couleur certaines des personnes les membres du comité qui ils bouillonnaient intérieurement. Puis à la fin, le président du comité, il m'a dit « C'est donc dommage qu'on ne soit pas il y a quelques siècles. » Ah, puis là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ouais. Puis pour le taquiner, j'ai demandé « Vous auriez fait quoi avec moi? » Ben, on t'aurait monté soit au boucher ou on t'aurait guillotiné. Puis là, j'ai demandé « Pourquoi? » Puis là, il m'a dit, parce que la science, elle, par définition, elle est matérialiste. Les règles du jeu, c'est ça. Et là, moi, je disais, non, qui a dit ça? Pourquoi croire en ce dogme-là? La science peut utiliser les méthodes de la science matérialiste, oui, pas de problème. Mais au niveau des interprétations, puis tout ça, il faut élargir le cadre. Sinon, on ne peut pas comprendre plein de phénomènes. On est obligé de nier les phénomènes, etc. Puis, mais bon, on avait conclu on avait accepté finalement de ne pas être en accord. Mais ça, c'est une quinzaine d'années. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, c'est pour dire à quel point... d'ailleurs, les scientifiques qui ont signé le manifeste, la plupart des scientifiques qui ont signé, c'était des professeurs éméritus, c'était des gens qui étaient retirés ou tout près de se retirer du milieu académique. Ce n'étaient pas des jeunes scientifiques. Ils avaient, en 2000, ça fait 10 ans, ils avaient encore peur d'endosser ça publiquement, quelque chose comme ça. Il est presque impossible de remettre en question le darwinisme. Oui, même encore aujourd'hui, oui. Ah oui, c'est vrai. Il faut être prudent. Mais à un moment donné, il va bien falloir faire tomber l'idole. Ben, Darwin, il a trouvé des choses super intéressantes, comme l'idée ça, c'est conservé, par exemple, l'idée que les espèces s'adaptent aux changements dans les environnements, tout ça. On peut garder cette idée-là, mais on doit être capable d'élargir, par contre, au niveau de l'explication sur le plan théorique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de noms locaux qui semblent intervenir là-dedans. Il y a une interconnexion au niveau des ben, là, ça nous met, les champs morphogénétiques, finalement, Sheldrake a été influencé beaucoup par... Qu'est-ce qu'un champ morphogénétique? Ouais, ben c'est un champ d'information
Donc, l'information, elle n'est pas physique, on ne peut pas la localiser dans l'espace, elle n'a pas de masse, de volume, mais l'information, c'est ce qui guiderait l'énergie. Et les physiciens utilisent ça de plus en plus, donc ils font des modèles cosmologiques digitaux. Donc, on utilise... Là, on commence à dire que l'information, c'est tout aussi important, sinon plus, que l'énergie. Donc, c'est l'information qui guide le développement, la création et le développement de l'univers. C'est l'information, par exemple, qui va, au niveau des logiciels, qui va faire activer les ordinateurs de telle ou telle façon, qui va les guider en termes d'opération. C'est l'information. Et moi, je suis arrivé à appliquer ça. Donc, je suis en train de travailler sur un nouveau modèle, mais au niveau du système nerveux et des systèmes physiologiques qui sont tout interconnectés. Donc, c'est comme si l'organisme, on parle au-dessus de 37 trillions de cellules, tout ça, ça forme une gigantesque autoroute de l'information. Et c'est interconnecté via des substances chimiques, oui, mais ça c'est la voie traditionnelle lente. Mais parfois, les réactions se font de façon beaucoup plus rapide que ça, en millisecondes, par exemple, au niveau du système nerveux. Et il faut qu'on puisse que l'information soit traitée et ait un effet beaucoup plus rapidement que les voies biochimiques conventionnelles, par exemple. Ça, c'est clair. Puis ça semble influencer beaucoup le développement des espèces, le développement des individus, mais des espèces, la communication aussi au sein des espèces. Par exemple, quand l'histoire du centième singe, c'est pas nécessairement... Bon, il y en a qui disent, bon, c'est plus ou moins véridique, mais le phénomène existe, par exemple, au niveau de la planète, de communication. Quelle est la théorie du centième singe? Oh, c'était que on avait c'était en Asie, si je me rappelle bien, Sumatra, par exemple, Java, et il y a une espèce de singe là-bas qui... ils se sont mis à laver certains des fruits qu'ils mangeaient ou les nettoyer avec de l'eau. Mais bon, il y avait du sel dans l'eau, mais quand même, ils les apprêtaient d'une certaine façon. Et jusqu'à cette époque-là, ça c'est des éthologistes là, qui étudiaient ça, les singes ne faisaient jamais ça. Sauf qu'à partir du moment où sur une petite île dans le Pacifique, il y a une population de singes qui se sont mis à faire ça, les populations de singes de la même espèce ailleurs, sur d'autres îles, mais qui pouvaient être situées à des centaines ou à quelques milliers de kilomètres, ils se sont mis à faire la même chose. Un peu comme au niveau humain, où Jung parlait d'un inconscient collectif, Teilhard de Chardin nous parlait d'une noosphère, une sphère de conscience. Donc, ça impliquerait de l'information, finalement. Quels sont les meilleurs arguments, selon toi, d'une conscience qui n'a pas besoin d'un support physique? Par exemple, plein d'expériences subjectives qui semblent aller dans ce sens-là. La revue de vie, par exemple, quand on fait une revue de vie, après dans l'expérience de mort imminente, il y a des gens qui non seulement ils vont examiner, ils vont revoir toute l'information. Il semble avoir des supports, mais ça apparaît dans l'air ou tout à coup des images tridimensionnelles puis tout ça, mais ça disparaît aussi de la même façon. Ça semble pas être quelque chose de matériel, mais tout est enregistré. Puis il y a des gens qui vivent non seulement une incarnation, ils vont voir de multiples incarnations de ce qu'ils auraient fait. On trouve ça aussi en hypnose de régression. Les recherches sur la réincarnation aussi. Donc, l'information semble, qui n'est pas physique, mais capable d'interagir avec des systèmes physiques comme un cerveau, système cardiovasculaire, etc. On voit aussi dans les Pim van Lommel, mais le cardiologue néerlandais, il me racontait que dans les transplantations d'organes aussi, les organes, par exemple, lui, il travaillait au niveau cardiaque, le cœur du donneur est comme impressionné par une certaine quantité, un type d'information. Et ça, c'est l'information qui est subjective. Il m'a donné l'exemple
il y avait une dame dans la cinquantaine, fin cinquantaine, qui avait besoin d'un cœur nouveau. Et elle a hérité du cœur d'un gars qui s'est tué en moto. Je dis ça en anglais, parce que je travaille. Motorcycle, une moto. Puis, c'est un gars au début de la vingtaine. Ce gars-là, la dame en question, elle, faisait extrêmement attention à sa santé végétarienne, tout ça. Alors que le jeune homme, lui, il allait régulièrement s'empiffrer chez McDo, tous ces trucs-là, la malbouffe. Et une fois que la transplantation a été faite, la femme, elle a commencé à ressentir des impulsions pour se nourrir de la façon dont le jeune homme le faisait. Elle devait lutter contre ça. Elle sentait ça. Donc, alors, ça peut vouloir dire que, bon, ça, c'était pour le cœur, mais ça peut vouloir dire que l'information, elle peut, qui sait, il y a des gens qui disent ça aussi dans différentes écoles de pensée. Le corps au complet peut être imprimé, finalement, imprégné d'informations. Les os, ça voyage. Puis la pensée, les pensées, ça n'a pas nécessairement de masse, de volume ou de couleur, sauf que moi, dans plein d'études que j'ai faites, on montrait que ça allait comme informer différentes régions du cerveau de façon très spécifique, que ça peut être très, très puissant. Que peux-tu dire des recherches de Michael Newton sur les témoignages de l'entrevie? Oui, c'est très intéressant parce que, bon, c'est considéré plus subjectif parce que, bon, c'est sûr, c'est pas comme une étude d'imagerie, mettons, mais c'est vraiment tout aussi intéressant puis complémentaire parce que Michael Newton, au tout début de sa carrière, c'est un psychologue clinicien, mais qui a suivi l'approche, c'est un behavioriste, il est athée, il a suivi une formation. Là, on parle on recule dans les années 40 à Los Angeles. Puis il se met à travailler avec qui essaye de régler des problèmes, d'aider les gens. Bon, il utilise l'hypnose, entre autres. Puis il aide les gens, par exemple, à arrêter de fumer, à contrôler leur poids, etc. Des trucs comme ça, réduire la douleur. Mais il y a certains de ses clients qui l'amènent dans d'autres endroits, d'autres zones pour lesquelles Newton n'a pas vraiment de repères. Puis il se dit, ça c'est l'inconscient peut produire toutes sortes de choses assez extraordinaires. Donc c'est l'imaginaire des gens, tout ça. Puis si ça leur fait du bien, tant mieux. Mais il va tomber sur une femme qui va l'amener sur quelque chose de particulier. Elle va lui parler elle est comme désincarnée. Elle se trouve comme dans un espace de vie, entre deux vies. Puis, il va l'interroger par rapport à ça, mais elle va donner plein d'informations. Par exemple, puis ça va converger avec ce qu'on a découvert, ce que Moody a découvert aussi, par exemple, au niveau de la revue de vie, après l'expérience hors du corps, après la mort, tout ça, ça converge parfaitement. Et donc, la revue de vie, mais aussi, ce que Newton va amener de nouveau, c'est qu'il y aurait également, donc, les périodes les plus importantes sur le plan de l'évolution de la conscience des individus, c'est pas nécessairement les régressions dans des vies antérieures qui nous les amènent, c'est plus l'espace de vie entre des vies, parce que à cet endroit-là, pendant ce temps-là, cette période-là, on regarde ce qu'on a accompli durant l'incarnation précédente, mais aussi, on va préparer l'incarnation suivante, future. On ferait ça de concert avec nos guides spirituels qui nous suivraient de vie en vie, puis aussi avec ce qui peut des enseignants, ce qui correspond des sages, si on veut, là, qui enseignent dans des écoles, dans des plans d'existence plus subtils. Donc, c'est quasi mathématique. Donc, ils vont élaborer plusieurs plans alternatifs avant d'aller plus vers un ou vers l'autre. Puis, on peut en avoir plusieurs selon ce que j'ai compris quand j'ai parlé avec les gens qui sont experts dans ce domaine-là. Et on ferait toutes sortes de calculs de probabilité. Les entités, par exemple, qui travaillent avec nous, travailleraient de concert aussi avec les entités qui guident d'autres individus pour nous faire vivre spécifiquement certains types d'expériences, parce que
le plan, ça a l'air pompeux quand on parle. Au fond, c'est les grandes lignes. Et c'est aussi qu'est-ce qu'on veut apprendre durant l'incarnation. En termes de qualité, puis c'est souvent des qualités qui s'apparentent aux attributs de ce qu'on appelle Dieu, ou la source et tout ça. Donc, être plus aimant, peut-être être plus créatif, travailler en guérison, aider, fournir des informations à d'autres de manière médiumnique, en éthologie consciente, etc. Amener des choses nouvelles. Ça peut être au niveau scientifique, philosophique, économique, politique, etc., etc., etc. Donc, et ça, au début, ben, quand Newton, il s'est dit, bon, là, c'est OK, il croyait encore que c'était des créations de l'inconscient, mais plus raffinées. Mais il a eu l'intuition quand même de développer il s'est mis à poser les mêmes questions, donc il a élaboré comme un protocole, et il s'est mis à poser les mêmes questions systématiquement à tous ses clients. Et là, il a vu des milliers de cas sur plusieurs décennies, au-dessus de 4 décennies. Et c'est comme ça qu'il a fini par changer de position, puis de devenir quelqu'un de convaincu qu'il avait réussi à cartographier quelque chose dans l'après-vie, découvrir plein de choses vraiment très, très intéressantes, qui convergent aussi avec d'autres données par rapport aux études sur la recherche dans les vies antérieures, par exemple, les travaux qu'ils font à l'Université de Virginie, par exemple, les expériences de mort imminentes, etc., etc., etc. Même des informations qui viennent à travers des channels, des médiums, toutes sortes de choses. Si on regarde tout ça de façon globale, ça converge pas mal dans la même direction. Quelle est la chose dont tu es le plus convaincu? Oh, ben de la survie de la conscience, de la personnalité, parce que je l'ai expérimenté moi-même. Donc, c'est pas quelque chose d'intellectuel, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vécu, quand j'ai été très malade, j'ai vécu ce type d'expérience-là. Puis l'expérience, c'est plus puissant que n'importe quoi. J'ai parlé à je sais pas combien d'expérienceurs de toutes sortes dans ma carrière, puis ils disent tous la même chose. C'est vraiment... puis je comprends les sceptiques, parce que si tu n'as pas jamais vécu quelque chose comme ça, c'est sûr que ça peut être difficile de croire à ça, puis puis la preuve, là, c'est qu'il y a des gens qui étaient très sceptiques dans le milieu scientifique, mais il y a des médecins, même des philosophes des sciences, toutes sortes de monde, qui un jour ont vécu soit une expérience mystique ou une expérience de mort imminente avec un caractère mystique et qui ont complètement changé de position. Il y a plein d'exemples. On peut en retrouver même sur YouTube. Et souvent, là, ben, c'est sûr que leurs collègues, ces gens-là, ben, un peu comme dans le cas de Eben Alexander, se sont revirés contre eux, puis ont essayé de les discréditer sur la place publique, mais c'est arrivé assez fréquemment. Mais ma conviction ne vient pas juste de là, elle me vient aussi, de l'étude aussi, de ce qu'on appelle la nouvelle science de la conscience, avec un paradigme plus large, post-matérialiste, mais elle me vient également de mes expériences mystiques de contact avec ce qui apparaissait comme étant la source de tout. Ça, c'est... tu peux avoir ça une fois dans ta vie, puis ta vie va être transformée. Tu inclus aussi la conscience personnelle? Oui, personnelle, parce que oui, au tout début, donc on se ressemble beaucoup. Puis, on est conscient de qui on était, on a accès à nos mémoires, on se rappelle tout ça, même si on a un certain détachement par rapport à lorsqu'on était comme emprisonné, si on veut, à l'intérieur de l'enveloppe corporelle, mais quand même, puis on va garder ça apparemment. Là c'est, évidemment, là, la science, elle atteint ses limites, puis là, il faut se tourner du côté de l'ésotérisme, des médiums, peut-être ce que disent les traditions, mais il y aurait, de ce que je comprends, une évolution progressive aussi qui va se faire dans des plans plus subtils. Et
on s'éloignerait de plus en plus de ce qu'on était comme être humain, par contre. Et on se rapprocherait lentement mais sûrement, de plus en plus, de ce qu'on est ultimement, c'est-à-dire la grande conscience, la source. Est-ce que la science doit changer? Ben, je pense qu'on peut utiliser les outils de la science actuelle, mais sur le plan de la méthodologie et tout ça, mais par contre, elle doit changer au sens où réaliser que science n'est pas synonyme de matérialisme au niveau de philosophique, métaphysique. Au niveau des méthodologies, bon, ça peut aller, quoique ça on va toujours faire évoluer avec les nouvelles découvertes techniques. Les méthodes vont évoluer de plus en plus, mais c'est surtout au niveau théorique. C'est-à-dire que de reconnaître, puis c'est ça qu'on a essayé de contribuer à ça, faire reconnaître, puis ça fait partie de du mandat dont je parle, là, quand je dis que j'ai un projet d'institut, tout ça, c'est aussi de continuer à établir des liens avec du monde, du milieu scientifique, un peu partout sur la planète, comme je l'ai fait aux États-Unis, par exemple, puis avec certains Européens, mais pour que on finisse par reconnaître que la science peut se pencher sur n'importe quelle question, au fond. N'importe quelle question. Elle n'est pas définie sur le plan des objectifs, puis sur le plan de ce que c'est au niveau théorique, par le matérialisme. Ça, c'est hyper important. Mais c'est en train de se faire. Et c'est par le grand public que ça se fait. C'est que le grand public est en avance sur la plupart des scientifiques dans ce milieu-là. Et il y a une pression qui vient de plus en plus aussi sur les dirigeants politiques et tout ça. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, le monde se transforme. Le monde se transforme parce que moi, je le vois, parce que quand j'essayais d'aller parler, mettons, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, puis que je voyais des réactions, puis que il y en a qui voulaient m'attaquer, puis tout ça, aujourd'hui, je peux me promener à peu près partout sur la planète, même dans les universités les plus conservatrices, et les gens vont être polis, ils vont écouter, puis ils ne réagiront plus de cette façon-là. Déjà, ça veut dire quelque chose. Puis, de plus en plus, même dans ces universités-là, prestigieuses, conservatrices, par exemple, sur la côte Est là, des États-Unis, Harvard et compagnie, ils ont de plus en plus d'ouverture. Ils sont en train d'étudier plein de phénomènes. Ils s'ouvrent de plus en plus parce qu'ils ont réalisé que c'est important aussi. Donc, il y a un changement important. Puis moi, en plus, souvent, aujourd'hui, là, avec le recul, plusieurs de mes ennemis à l'époque, lorsque j'ai débuté, ils me contactent de façon anonyme, puis ils me félicitent pour avoir tenu bon, pour avoir été entêté. Ouais, je reçois ça assez fréquemment, où ils vont me parler à porte fermée, puis ils vont dire, au fond, je vois les affaires comme toi. C'est juste que je n'ai pas voulu aller sur la place publique pour le dire. Je n'étais pas prêt à faire quelque chose comme ça. Ça m'arrive fréquemment, maintenant. Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Ben, je pense qu'il y a les beaux aspects puis il y a les moins beaux aspects de l'intelligence artificielle. Et ça dépend c'est poussé par qui. Qui est derrière ça? C'est quoi, au fond, leur objectif ultime? Mais oui, il y a plein de gens qui travaillent déjà dans ce domaine-là qui... ben on le voit, mettons, avec... même moi, là, j'utilise ça fréquemment, ChatGPT, c'est très utile, oui. Par contre, là où je suis moins... où là, j'ai un bémol, c'est avec les promoteurs du transhumanisme qui veulent utiliser les neurotechnologies, l'intelligence artificielle, mais c'est des projets style DARPA, l'armée américaine, avec on voudrait nous implanter des électrodes dans le cerveau. On nous dit qu'on va nous brancher en permanence sur Internet, tout ça, mais ça pose plein de problèmes, ces trucs-là, au niveau éthique, mais aussi au niveau biologique. Il y a toutes sortes de risques, mais c'est souvent ces gens-là, c'est pas vraiment c'est des vendeurs, les gens qui vendent du rêve à Silicon Valley, en Californie. C'est pas nécessairement des scientifiques. Donc, moi, je me sens...
prochainement, je vais faire quelque chose là-dessus. Je vais écrire un livre, justement, le pour et le contre par rapport à l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Il faut, parce qu'il y a des gens aussi dans ces milieux-là qui sont vraiment, c'est des radicaux, c'est des matériaux. Et ça, le transhumanisme, avec la technologie, ça peut devenir l'expression ultime du matérialisme athée aussi, là. Parce que quand on dit, par exemple, que on va utiliser des super ordinateurs pour télécharger notre conscience, entre guillemets, nos mémoires, tout ça, dans des super ordinateurs, je peux te dire tout de suite que techniquement, ce n'est pas possible. Je regrette. Puis l'information subtile qui est traitée au niveau de notre conscience, par exemple, nos pensées, tout ça, on ne peut pas la télécharger dans un ordinateur, dans un système physique. Ce qu'on fait en neurosciences avec nos techniques, c'est qu'on mesure des corrélations. C'est des corrélats, des changements au niveau de l'activité électrique, chimique dans différentes régions du cerveau. Mais le corrélat, ce n'est pas la pensée. C'est un phénomène associé à la pensée, par exemple, à l'activité mentale. Puis ça s'applique aussi pour l'intelligence artificielle puis le transhumanisme. Donc, il faut faire la part des choses par rapport à tout ça. Quelle est la chose dont tu doutes le plus? L'évolution future de l'humanité. Je suis inquiet. Au niveau de l'écologie, au niveau de la géopolitique, je me méfie des fanatiques. En politique, ceux qui sont prêts à envoyer les ogives nucléaires sur la tête des autres, qui menacent, de systèmes politiques totalitaires, autoritaires. Et je me pose, à tous les jours, je me demande, est-ce que les êtres humains vont réussir le test de l'évolution, finalement? Puis ça prend combien d'entre nous pour être capable de le réussir? On n'a pas besoin de 100% parce qu'on regarde à travers l'histoire les grands mouvements historiques, les révolutions, ça se faisait avec une poignée d'individus. Bon, il y a des chercheurs dans le domaine de la sociologie puis l'évolution des civilisations qui disent, bon, il y en a qui disent ça prend 1%, 3%, 5%, parfois ils disent 10%. Il me semble qu'on doit être pas loin de ça au niveau de la planète. On est de plus en plus nombreux à penser à la co-création d'un monde nouveau, justement, qui est basé sur d'autres valeurs que capitalisme sauvage, puis les extrêmes, là, finalement. Mais ça, je me sens une responsabilité aussi à ce niveau de plus en plus importante, de parler aux gens, d'écrire, de donner un coup de main à tous les niveaux, s'il faut, puis aussi d'amener à la portée des gens des moyens, des outils pour pouvoir élargir le champ de la conscience, mais de belle façon, en douceur, parce que plus les gens vont pouvoir faire ça, plus on va avoir une masse critique importante pour la transformation du monde. C'est parce que ça fait du bien d'aller se connecter avec notre essence véritable qui vit en nous, qui est en nous, qui est autour de nous, partout. Mais c'est thérapeutique, c'est cathartique, ça amène de la guérison à différents niveaux. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Là. Ça fait partie de mes projets aussi, de collaborer à ces niveaux-là. Puis ce que je veux faire, c'est collaborer avec des gens qui sont dans les médias ou qui ont la capacité de contacter les gens, de rejoindre les gens à travers les réseaux sociaux, à travers des entrevues, vidéos, documentaires, pour parler de toutes les dernières découvertes, de ce qu'on a découvert dans ce qu'on peut appeler la nouvelle science de la conscience, science post-matérialiste, puis des applications de tout ça dans la vie de tous les jours, parce que ça a des effets transformateurs. Puis ça peut contribuer à non seulement à la transformation des individus, mais aussi à une transformation, mais à une échelle plus globale, au niveau de la collectivité humaine. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Puis je compte m'impliquer de plus en plus à ce niveau-là dans les années qui viennent. Un mot de la fin? J'ai reçu des informations.
mais j'ai basé ma vie sur ce que finalement j'ai capté. Mais bon, aussi, c'est sûr que les psychotiques peuvent dire la même chose. Les schizophrènes ils ont des hallucinations auditives ou visuelles. Mais en tout cas, ce que je peux dire, par contre, aux gens, c'est que en tant qu'être humain, puis j'ai passé une partie de ma vie à essayer de démontrer ça, c'est que ce qu'on appelle notre conscience, notre esprit, la conscience, ben, on peut voir ça comme une composante importante de l'esprit, nos facultés mentales. Ça joue un rôle, c'est une force extrêmement importante, immense. Non seulement ça a la capacité d'influencer beaucoup, puis même de transformer ce qui se passe au niveau du corps physique, de façon psychosomatique, mais de manière non locale, à l'extérieur des limites du corps, ça a aussi énormément d'impact. Donc, on est très puissant et il faut idéalement, justement, il faut être conscient de ça, puis il faut apprendre justement à utiliser ça le plus possible. Et moi, ben, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en pratique. Et j'ai vu dans ma vie plein de petits miracles, mais aussi de grands miracles, puis des choses extraordinaires. Tu sais, je suis parti d'un petit village de campagne où il y avait quelques centaines d'habitants. Puis je me suis retrouvé en compagnie du Dalai Lama. Je me suis retrouvé à parler aux Nations Unies à New York. J'ai fait des choses... puis c'est pas fini. Là, j'ai l'impression que je commence un nouveau cycle de vie. Mais c'est extrêmement important d'apprendre à écouter la voix qui nous vient de notre essence véritable au niveau spirituel. Ça peut avoir des effets extraordinaires, des très grands impacts, ça peut changer nos vies. Donc, ce serait le message que je voudrais laisser aux gens qui vont voir la vidéo. Merci.